133 morts, c'est le bilan à la mi-journée d'une attaque à Moscou. Les terroristes ont visé hier soir une salle de concert. Le gouvernement russe annonce avoir arrêté les assaillants. Le gouvernement malien a exprimé sa solidarité aux autorités et au peuple russe. Le directeur général de la santé et de l'hygiène publique s'exprime ce soir sur notre antenne. Cela intervient suite à la diffusion d'une note sur les réseaux sociaux annonçant des cas confirmés de méningite. La question de l'opérationnalisation du centre de formation professionnelle de Sikasso au cœur d'une visite. Le ministre en charge de la formation professionnelle était sur les lieux. À ce jour, le pays compte 17 centres de ce genre. Mois de Ramadan, mois de solidarité, ils sont des centaines de volontaires à donner de l'eau, des dattes ou encore des croissants aux usagers de la circulation à l'heure de la rupture du jeûne. On parlera de ces bénévoles dans ce journal. Nous sommes samedi, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous commençons ce journal par cette tragédie. Hier soir, une salle de concert de Moscou a été attaquée par des terroristes. Le bilan est lourd. À la mi-journée, il était de 133 morts. Le gouvernement malien a réagi aussitôt et a exprimé sa solidarité aux autorités et au peuple russe. Ibrahima Traoré. Moscou s'est réveillé ce samedi sous le choc après une attaque terroriste dans une salle de concert. Que s'est-il passé ? Les premiers éléments de l'enquête révèlent que vendredi vers 19h, 4 hommes s'introduisent dans la salle, ouvrent le feu sur la foule avant d'incendier le bâtiment à l'aide d'un liquide inflammable. Le bilan, à la mi-journée, faisait état de 133 morts et une centaine de blessés. Ce samedi, la terreur cède la place au recueillement. Le président russe réagit en décrétant un jour de deuil national prévu ce dimanche. Vladimir Poutine affirme que les 4 assaillants de l'attentat ont été arrêtés alors qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine où, selon les enquêteurs, une fenêtre était préparée pour qu'ils franchissent la frontière. Le chef du Kremlin déclare que les auteurs de ce massacre seraient poursuivis et punis, leur promettant un destin peu enviable. Le ministère russe de l'Intérieur indique de son côté que les assaillants arrêtés sont tous des citoyens étrangers, sans préciser leur nationalité. L'attentat est revendiqué par l'État islamique. Bamako ne tarde pas à réagir. Quelques heures seulement après l'attentat, le gouvernement malien, dans un communiqué, se dit tenir aux côtés du gouvernement russe pour condamner avec la plus grande vigueur cette attaque lâche et barbare visant les populations civiles sans défense. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, le gouvernement et le peuple du Mali expriment leurs sincères condoléances et leur profonde compassion au président, au gouvernement et au peuple russe. Face à cet acte barbare, conclut le communiqué, le gouvernement de la transition réitère sa détermination à poursuivre avec la Fédération de Russie une lutte commune contre le terrorisme sous toutes ses formes. Toujours à Moscou, la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances poursuit ses rencontres avec les sociétés partenaires. Le projet de centrale solaire de Sanankuruba était à nouveau au cœur des échanges aujourd'hui avec les responsables de la société Novawind, filiale de l'Agence fédérale de l'énergie atomique Rosatom. Les offres techniques et financières ont été passées au peigne fin et les discussions doivent se poursuivre dans les prochains jours. La délégation ministérielle a eu également des entretiens avec des responsables d'autres sociétés, parmi lesquelles Abakan Air, qui se focalise en plus du transport aérien sur les livraisons de produits alimentaires à travers le monde. Le ministre de l'économie et des finances ainsi qu'une partie de sa délégation seront demain à Sochi où il prendra part au 13e Forum international de l'énergie atomique. Thème clé du forum, énergie propre, créer l'avenir ensemble. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ici, au Mali, le conseil de cercle de Kati a abrité ce matin une journée d'information et de sensibilisation sur l'appropriation des symboles de l'État. Cette journée a été initiée par l'Alliance Malitanie-Amata de Kati. La rencontre était placée sous la présidence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Reportage Ibrahim Kaoukonaté et Abou Diarra. Conformément à sa mission d'accompagner et de soutenir les actions des autorités de la transition, l'Alliance Malitanie vient d'organiser un cadre d'information et d'échange autour de l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. Les symboles de l'État retenus pour cette semaine sont le drapeau national,
l'hymne national, les armoiries, la devise et le sceau. Notre accompagnement dans ce processus ne fera pas défaut à travers une disponibilité sans faille en vue de réunir la vulgarisation des symboles de l'État que chaque Malien doit s'approprier pour faire du Mali-Croix une réalité. Après une semaine d'intenses activités sur l'utilisation des symboles de l'État menées par le département en charge de la justice à l'intention de l'ensemble des institutions de la République et des départements ministériels, le ministre de la Justice entend poursuivre la campagne de sensibilisation. C'est la raison pour laquelle nous apprécions à sa juste valeur cette belle initiative de votre association qui cadre avec les actions de mon département, résolument engagé à promouvoir et à protéger les symboles de l'État. Il s'agit de créer une dynamique permettant d'asseoir la culture de la nouvelle citoyenneté, fondée sur le respect des valeurs de la République et de la nation. L'Alliance Malitanien se fixe comme objectif d'élargir ce cadre d'échange afin de toucher le maximum de nos concitoyens sur la promotion et la protection des symboles de l'État. À l'intérieur du pays, la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle visite le CFP, Centre de formation professionnelle de Sikasso, en vue de son opérationnalisation. La visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des dispositifs de formation professionnelle des jeunes. À ce jour, on compte 17 centres de ce genre dans le pays, selon la ministre. Reportage Moussokoro Sérimé et Taïrou Konati. Réalisé dans le cadre du projet assez fort, amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation professionnelle, le CFP, Centre de formation professionnelle de Sikasso, qui reçoit ainsi la visite de la ministre de l'Entrepreneuriat national, est une initiative de l'État malien et de ses partenaires placée sous l'autorité de la collectivité région de Sikasso. Sa conception est une réponse à la demande de qualification professionnelle des jeunes et des acteurs économiques de la région, avec des filières de formation et des infrastructures en adéquation avec les besoins de l'économie locale. Le centre dépôt d'infrastructures de formation ci-après, un espace de gestion pédagogique, administrative et financière, une plateforme agroalimentaire équipée, une plateforme d'entretien et de maintenance des équipements agricoles, et un espace de formation-production. La présente visite nous réconforte et nous offre l'opportunité de partager une préoccupation majeure concernant le centre. Il s'agit de l'équipement de la plateforme entretien et maintenance des équipements agricoles et post-agricoles. Le CFP de Sikasso se présente donc comme un modèle de partenariat public-privé qui met la régionalisation au cœur du développement économique local. Nous avons un joyau en termes d'infrastructures. Les filières de formation qui sont proposées cadrent parfaitement avec les réalités du marché et les réalités du terrain. Et c'est ça en fait l'objectif. Lorsque les apprenants vont passer par ces centres-là, qu'ils puissent in fine être insérés dans l'économie locale. Nous ne ménagerons aucun effort pour que ce centre-là soit opérationnel dans les meilleurs délais possibles. En marge de la visite du CFP, la ministre Traoré a eu une rencontre de prise de contact avec les services et les agences relevant de son département. Au centre des échanges, le fonctionnement et les conditions de travail des différentes structures. Suite à la note d'information qui circule sur les réseaux sociaux concernant des cas confirmés de méningite et créant ainsi la psychose au sein de la population, le directeur général de la santé et de l'hygiène publique nous donne ici des explications. Il est au micro de Benakov Fofana. À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas à s'alarmer. Nous disons Dieu merci parce que notre système de santé a un mécanisme de surveillance épidémiologique assez performant. S'agissant de la méningite, aujourd'hui nous avons effectivement enregistré depuis la première semaine épidémiologique de 2024 jusqu'à la 11e semaine, nous avons enregistré 134 cas suspects, parmi lesquels 124 échantillons ont été déjà analysés et dont les résultats sont en main, et 27 sont positifs. Les germes circulants sont ceux que nous connaissons déjà et nous avons un arsenal thérapeutique pour assurer la prise en charge correcte et adéquate pour tous les cas qui sont positifs. Et donc, sur les 27 positifs, nous avons au total 75 districts sanitaires. Aujourd'hui, 65 sont fonctionnels.
parmi lesquels 22 ont quand même notifié les cas suspects. Donc 5 sont provenus du district de Ansongo, qui a une population supérieure à 30 000 habitants. Et lorsque la population est supérieure à 30 000 habitants, pour un seuil d'alerte, il faut au moins 5 cas suspects pour 100 000 habitants. Mais ils sont à moins de 5 cas pour 100 000 habitants. Et donc aujourd'hui, le seuil d'alerte n'est même pas atteint. La situation est véritablement sous contrôle. Et les dispositifs sont déjà opérationnels. Et donc, dès que nous avons l'alerte, dès que nous avons l'épidémie, et les équipes sont déjà prêtes pour riposter. Et déjà, je voudrais souligner de passage que parmi les cas d'Ansongo, nous avons un décès malheureux, mais ceci est dû à la prise en charge tardive. C'est un enfant de 13 ans. Il faut souligner que les enfants sont beaucoup concernés par ces phénomènes-là. Mais en dessous, nous avons enregistré quand même une assez bonne couverture vaccinale. Nous invitons la population à fréquenter les services de santé dès les premiers signes de toute maladie. Parce que quand le diagnostic est tôt fait, on se donne beaucoup plus de chances de survie. Santé toujours. Le 24 mars de chaque année est consacré à la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, occasion pour les acteurs qui luttent contre cette maladie de mettre en lumière les succès engrangés. Cette année, le thème est « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». Reportage d'Aouda Kone. Découverte en 1882 par Robert Koch, le germe responsable de la tuberculose continue de faire du mal. Pour mettre fin à cela, le monde entier se mobilise chaque année le 24 mars pour commémorer la journée dédiée à la lutte contre cette pathologie. Socle des progrès et succès thérapeutiques engagés dans la lutte contre cette maladie, la journée a pour thème cette année « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». Il attire l'attention sur la tuberculose et sur le fait qu'il est de notre pouvoir collectif de mettre fin à cette redoutable maladie d'ici 2030. Cette thématique apporte de l'espoir et s'appuie d'une part sur le travail incroyable accompli en 2022 par notre pays à forte charge de tuberculose pour se remettre de l'impact de la COVID-19, tout en garantissant l'accès au traitement et à la prévention de la tuberculose. Et d'autre part, sur l'engagement accru des personnes touchées par la tuberculose, des communautés et de la société civile qui doivent s'unir pour diriger un mouvement d'ensemble visant à mettre fin à cette maladie. La tuberculose, faut-il le rappeler, est une maladie qui se transmet essentiellement d'une personne malade à l'autre par voie aérienne. Lorsque les personnes atteintes toussent, éternuent ou crachent, elles projettent les germes de la maladie dans l'air. L'inhalation d'une infime quantité de gouttelettes contaminées peut suffire à l'infection des personnes contacts. La tuberculose est la deuxième cause de mortalité due à une maladie infectieuse derrière la COVID-19 et avant le sida. Chaque jour, près de 4500 personnes meurent de tuberculose et environ 30 000 contractent la maladie qui est pourtant évitable et curable aujourd'hui, selon le rapport mondial de l'OMS 2019. La tuberculose est évitable et complètement guérissable. Le diagnostic et le traitement sont totalement gratuits sur toute l'étendue du territoire malien. La cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales coordonnent les réponses du pays à ces endémies majeures depuis 2019. Rencontre d'échange sur la digitalisation du foncier. Ici à Bamako, le Conseil national du patronat du Mali, en partenariat avec le secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière, sensibilise ses membres sur les réformes domaniales et foncières entamées par les autorités en 2019. Benoko Fofana, Brahima Koulibaly. Le foncier au Mali est une problématique très complexe, source de conflits entre les citoyens. Afin de contribuer à asseoir la paix sociale et à améliorer le développement économique grâce à la sécurisation des droits de propriété et la gestion des conflits, le gouvernement du Mali a instauré la réforme domaniale. Pour protéger les propriétés et avoir facilement accès au crédit bancaire sur le foncier, le Conseil national du patronat du Mali organise une rencontre d'échange
au profit des acteurs du secteur privé sur le sujet. Donc identifier, numériser, donner des titres de propriété sécurisés, donc numérisés. Et tout ceci, si c'est fait, ça permettra justement de financer l'économie. Actuellement, nous sommes très avancés au niveau du district de Bamako et ses communes limitrophes. Nous sommes à peu près à 1 million de parcelles numérisées. Le NINACAD, ça permet d'identifier chaque parcelle. Ça permet aussi de mettre fin aux superpositions et au chevauchement des informations. Et ça permet aussi de créer pour une base de données où chaque parcelle sera identifiée. Les débats sur la digitalisation foncière ont tourné autour de 2 points majeurs, à savoir le titre foncier et le numéro d'identification nationale unique cadastral, NINACAD. Les échanges ont été très fructueux. Ça a permis aux participants de comprendre aussi la différence entre un titre foncier et un NINACAD. Un NINACAD qui ne peut être qu'un document d'accompagnement arrivé au titre foncier. Nous pensons que l'État doit vraiment se pencher sur la fiscalisation du foncier à l'instar de tous les pays du monde. Et ce sera une niche fiscale extrêmement importante. Et une partie de cette niche fiscale peut être prélevée pour financer justement le NINACAD, le guichet unique, le fonds de digitalisation. Au terme de cette rencontre, le secrétaire permanent de la réforme domaniale et foncière au Mali rassure les participants de la création très prochaine du guichet unique qui apportera plus de facilité aux propriétaires fonciers. Hors du Mali, à New York, Coulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, a rencontré la société civile malienne. C'est à l'occasion de la 68e session de la commission de la condition de la femme. Je vous propose d'écouter au micro de Julie Traoré et Aïssata Ibrahim Maïga quelques réactions. Participation du Mali à travers le ministère de la Défense et des anciens combattants dans un espace international que sont les Nations Unies confirme une opportunité de pouvoir ressortir le paradigme développement, défense et sécurité afin d'avoir une meilleure lisibilité et visibilité du genre dans le secteur de la défense. Le cadre stratégique dispose d'aspects institutionnels et organisationnels afin de mettre un accent majeur sur les formations en droit de l'homme et en droit international humanitaire. Mais également, il suffit aussi de prendre en compte le personnel féminin, mais aussi certaines vulnérabilités que sont nos blessés de guerre, les veuves, les invalides et les orphelins. Et cela à travers un plan triennal. Nous avons aussi eu l'occasion de participer à d'autres événements parallèles organisés par des pays amis et ou par d'autres pays tout simplement parce que les thématiques concernent toujours la femme. Ces événements nous ont inspiré davantage dans ce que nous faisons déjà et cela permettrait à nous, une fois au Mali, de les adapter à nos réalités socio-culturelles, en tout cas à nos réalités maliennes. Et quand on parle de loi, on parle du CNT. Donc je pense que ça a été instructif. Parce que dans toute chose, il faut une volonté politique. Et cette volonté politique, on l'a senti avec le discours poignant du ministre qui est vraiment engagé. Mais en tant que ministre, ça veut dire qu'elle représente les autorités maliennes. Et si elle est engagée, ça veut dire que le gouvernement est engagé, ça veut dire que le président de la transition est engagé et ça veut dire que forcément on va trouver des solutions. Cette CLW m'a permis de rencontrer d'autres adolescentes, mais aussi plusieurs femmes inspirantes du Mali, mais également du monde entier. Ça m'a également permis d'acquérir des connaissances, mais aussi de porter la voix des filles de mon pays, le Mali. Ce forum est un forum d'échange, un forum de partage de pratiques, de bonnes pratiques. Donc ça va nous permettre également d'apprendre des autres pour permettre d'améliorer notre travail quotidien de tous les jours. On en vient à ces bénévoles. Le mois de Ramadan, c'est aussi celui de l'entraide, de la solidarité. Sur les artères de la capitale, ils sont des centaines de volontaires à donner de l'eau, des dattes ou encore des croissants aux usagers de la circulation à l'heure de la rupture du jeûne. Des œuvres de bienfaisance bien appréciées par la population. Boukari Coulibaly. À moins 30 minutes de la rupture du jeûne, les bénévoles du consortium d'associations Sunakari gratuit s'activent pour les derniers réglages. Port de gants, remplissage de gobelets de Kenkeliba, dispatching des différentes équipes. Bref, tout est passé au peigne fin pour s'assurer de la bonne distribution de l'iftar. À l'appel du muezzin, les volontaires se ruent vers leur cible
les usagers de la circulation. Puisque on be ke dugu kono an natola sumbe tigɛ kan to sira la minɔgɔ b'a la an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a sara san wɛrɛ tuguni a ɲuman a k'a dan kɛnɛ ma. C'est le mois de Ramadan et puis c'est un mois de bénédiction, mais c'est bien de soutenir les gens aussi et ça fait partie de l'islam. Bon, c'est une bonne initiative pour nous. Bon, nous an minnu ma se ka se so joona pour que ka se ka sun tigɛ bon ni initiative ɲɛnama min b'a to an kɔni bɛ dugawu k'a tigi mɔgɔ min ye a initiative ta Ala ka a ka barajiw bonya hali bi. Devenu leur quotidien durant tout le mois de Ramadan, ces bénévoles distribuent chaque jour plus de 1500 kits alimentaires à travers 5 sites de la capitale. À ces efforts s'ajoutent aussi ceux de l'association des scouts et guides du Mali. Bon, nous avons constaté pendant le mois de Carême, donc il y a pendant la rupture, donc beaucoup de gens sont en retard avant d'arriver à la maison. Donc nous distribuons des kits donc pour qu'ils puissent rompre leur jeûne avant d'arriver à la maison. L'objectif, c'est la cohésion entre nous les musulmans. C'est-à-dire que quand tu es musulman, si tu sors de chez toi, donc tu peux te sentir n'importe où tu es, tu te changes chez toi. Donc c'est ça, la cohésion entre les musulmans, s'aimer, s'entraider aussi. Ces bons samaritains ne sont pas les seuls volontaires engagés dans cette initiative salvatrice. Sur la rive gauche du district de Bamako, le monument de l'indépendance est pris d'assaut par des jeunes au service de l'islam. Pâtés, rafraîchissants et thé sont retirés comme des petits pains par les passants. Tout le monde est pressé d'y rentrer chez eux. Donc pour éviter les embouteillages, les accidents de la circulation, nous avons pris l'initiative de rompre le jeûne de la population avec du kengeliba, de l'eau et de la date. Je suis très très satisfait après avoir fait cette œuvre de charité. An ka produit bɛɛ an bɛna di mɔgɔw ma gratuit. An ye mɔgɔw tila fan bɛɛ dɔw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔw yɛrɛ bɛ région na mais anw de bɛ yala fan bɛɛ k'a di n'an bɛnna yɔrɔ min na an m'a di yen. Cette opération de distribution de l'iftar est le résultat d'une synergie d'action entre musulmans de divers horizons. L'apport et le soutien de tous à l'endroit de ces bénévoles s'impose comme un impératif en vue de pérenniser ces belles œuvres caritatives. Merci pour l'œuvre. Ramadan, toujours. Pendant ce mois, la bouillie est consommée pratiquement par tous les Maliens. Légère, elle est facile à digérer pour certains. Ainsi, pour sa préparation, un récipient est beaucoup utilisé. Il s'agit de la calebasse, un ustensile made in Mali qui voit sa popularité accroître pendant ce mois béni. Le marché de la calebasse, c'est notre cible dans ce journal. Maïmouna Guindo et Aruna Diarra. À la rupture de jeûne, on consomme les dattes, puis prend du kenkeliba chaud, du thé ou café et la bouillie de mil. La bouillie que la majeure partie des Maliens consomment au petit déjeuner est très prisée lors de la rupture de jeûne. Pour sa préparation, un ustensile est particulièrement utilisé. Il sert à laver le mil et ensuite à transformer la farine de mil en petites boules, flé ou calebasse en français. Quand on était enfant, on voyait nos mamans faire beaucoup de choses avec la calebasse, y compris la préparation de la bouillie de mil. Moi aussi, je ne fais ma bouillie qu'avec la calebasse, car elle est très pratique dans la préparation de ses mets. J'ai hérité de cette tradition et c'est mon devoir de la transmettre à la jeune génération. La bouillie est très consommée dans ma famille. C'est pourquoi la calebasse est utilisée pour sa préparation. Nous sommes samedi, 6e jour du mois de Ramadan. Au marché de Djikroni-Para, au bord du goudron, se trouve un tas de calebasses appartenant à Djeneba Berté, assise sous un hangar. D'après elle, auparavant, le marché de calebasses était florissant pendant le mois de Ramadan. Aujourd'hui, le marché est timide et pour cause.
Le marché est timide. En ce mois de Ramadan, le marché est bien fourni, mais la clientèle fait défaut. Le prix dépend de la taille des calebasses. Il y en a pour 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, voire 5000 francs. Un peu plus loin, 7 autres vendeuses de calebasses partagent le même avis. Le marché est lent, mais ça va. J'ai eu assez de clientes avant le début du mois de Ramadan. Pour les Ramadans, la bouillie est très consommée et l'usage de la calebasse permet d'aller vite. Aujourd'hui, la calebasse est de moins en moins utilisée dans la préparation de la bouillie, laissant la place à d'autres ustensiles. Certes, leur utilisation n'est pas interdite, mais elle est très peu recommandée pour nos us et nos coutumes. Il est plus facile de transformer la farine de mil dans la calebasse que dans une tasse ou autre ustensile. Elle permet de bien former les petites boules de mil. En cas de surplus d'eau, la calebasse, de par sa nature, permet d'absorber l'eau et d'obtenir un produit équilibré. Une bouillie préparée avec une calebasse est meilleure que celle préparée avec une tasse en plastique. En tant que vendeuse de calebasses, je ne saurais jamais dire assez sur l'utilité de la calebasse pour la femme. La calebasse est utilisée dans beaucoup de tâches domestiques comme la préparation du fonio ou du mil. En dépit de l'utilité de la calebasse pendant le mois de Ramadan, elle a beaucoup d'autres vertus, celles thérapeutiques. Chez nous au Mali, les bienfaits de la calebasse sur la santé sont multiples. Elle entre dans le traitement des maladies, la prostate, la gastrique, entre autres. Autrefois, si la calebasse était utilisée pour la préparation et la consommation des plats, de nos jours, cette pratique a tendance à disparaître, les femmes ayant recours à plus moderne. Les denrées de première nécessité sont disponibles en quantité à Bougouni. L'assurance est donnée par les commerçants après une visite de contrôle effectuée par les autorités de la région. Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Barayoko. Pallier à la vie chère et rendre la population heureuse est un souci majeur pour les autorités de la transition. Cela se traduit par la bonne volonté affichée pour le suivi constant des engagements pris, ce qui justifie cette visite des autorités en charge de la région de Bougouni dans les différents magasins de stockage et boutiques de la capitale du Bani Mounouché. Il s'agissait pour les visiteurs du jour de s'enquérir sur le respect du prix des denrées de première nécessité fixé par le gouvernement et la quantité des stocks. Tant que nous sommes là, il n'y aura pas de rupture. Nous demandons à la population de nous faire confiance. Les stocks que nous avons peuvent suffire la demande. Au cours de ces contrôles, il ressort que la quantité de stocks sur place est rassurante pour la population de la région de Bougouni. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions prises par les plus hautes autorités sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui a comme credo de rendre la vie facile à nos citoyens, surtout en ces périodes de Ramadan et de Carême. Nous nous sommes rendus compte de la disponibilité des denrées alimentaires disponibles, notamment le sucre, le riz, la farine, l'huile, et d'autres denrées de première nécessité qui sont généralement utilisées dans le cadre du carême. Rappelons que tous les magasins visités respectent les différents prix fixés par le gouvernement. Restons à l'intérieur du pays pour parler de l'ASLAM, l'association du staff de la MINUSMA à Tombouctou vient de remettre des vivres pour les personnes en situation de vulnérabilité, du carburant et une enveloppe symbolique à l'hôpital régional de Tombouctou. Compte rendu Saloum Konaté et Maouloud Tandina. La meilleure aide est celle que nous recevons de nous-mêmes, a-t-on l'habitude de dire. C'est conscient de cela que les membres de l'association du staff local de la MINUSMA viennent au secours des personnes nécessiteuses en cette période de soudure.
Ainsi, l'organisation a mis à la disposition de l'hôpital de Tombouctou des barriques de gasoil, une enveloppe symbolique et des vivres pour les personnes en situation difficile. Un geste apprécié par les bénéficiaires. L'aménagement est parti, mais vous êtes restés et vous participez au développement social de votre pays. Nous sommes dans le carême. Sachez que les fidèles qui bénéficieront de cette œuvre, qui est petite, mais vous aurez vraiment la rétribution. Donc au nom de l'ensemble des bénéficiaires, nous vous disons merci. Que Dieu vous donne la force de participer plusieurs années. Créés depuis 2014, les membres de l'association du staff local de l'aménagement se sont fixés comme objectif d'atténuer la souffrance des personnes dans les besoins. L'ASLAM, dont l'une de ses principales missions est arrivée à terme avec le départ et la fin de l'aménagement, a décidé de faire usage des fonds de ses cotisations de ses membres en dons, en produits de première nécessité aux mosquées et églises de la ville et également redonner le sourire à quelques personnes vulnérables et de patients diminués de l'hôpital. C'est le lieu pour nous de vous remercier sincèrement pour l'initiative et joignons notre voix à celle des oulémas pour prier pour vous, solliciter la grâce du bon Dieu pour que les uns et les autres puissent avoir d'autres débouchés et continuer à servir ces pays. Notons que les membres de l'ASLAM constituent le personnel local malien travaillant au sein de la mission des Nations Unies au Mali. Ils espèrent apporter leur pierre à la construction de l'édifice commun. Ici, à Bamako, hier, la radio Chaîne 2 a eu 31 ans. L'événement a été célébré avec les auditeurs et autres inconditionnels de la radio. Après la rupture du jeûne et la prière collective, l'ambassadeur du Qatar au Mali, invité d'honneur, tout comme l'islamologue Alassane Maloudba, ont eu droit à une visite guidée des locaux de la Chaîne 2. Ils se disent impressionnés par le travail des agents de cette radio de proximité. Mohamed Naman Keïta et Tchédé Kamara. Autour de la table de rupture de jeûne, responsables de l'URTM et invités des marques échangent tout en appréciant le goût du Kenkeliba. C'est l'ère de la prière du Maghreb. Le directeur général Hassan Baba Djombele et ses invités sont ensuite reçus dans la cabine du 26 mars par la coordinatrice de la Chaîne 2. En moins d'une heure, dans les murs de l'URTM, les impressions sont bonnes. Je suis très heureux d'avoir pris part à ce iftar. J'adresse mes sincères félicitations à M. Hassan Djombele, directeur général de l'URTM, et l'ensemble de l'équipe de l'URTM pour leur professionnalisme. Après la visite de vos locaux, je dois avouer que je suis très impressionné par vos opérations, la qualité de votre personnel et la performance de votre système. Voilà. Plus de 15 000 entreprises ont été créées au Mali en 2023 et 111 milliards de francs CFA d'investissement ont été agréés au Code des investissements. Ces chiffres résultent de la 17e session du conseil d'administration de l'API Mali, Agence pour la promotion des investissements au Mali, compte rendu Nouroum Sissoko. En 2023, malgré les difficultés et les contraintes budgétaires, l'API Mali, Agence pour la promotion des investissements au Mali, a intensifié ses actions en organisant des activités de promotion des investissements et de développement du guichet unique. La 17e session du conseil d'administration de l'agence fait le bilan des activités. Au cours de l'année 2023, l'API a réalisé les résultats ci-après. La création de plus de 15 417 entreprises, la délivrance de 46 agréments du Code des investissements et 1440 emplois projetés, l'octroi de 949 enregistrements et autorisations d'activité, en plus de 60 décisions d'implantation d'unités industrielles. L'assistance à plus de 100 entreprises féminines en termes de formation, de formalisation et d'élaboration de plans d'affaires. L'API manque de ressources en raison de la situation et du contexte national, local. La crise est en train de perdurer. Mais 2024, nous devons changer le narratif. API Mali considère l'année 2024 comme celle de la relance des activités, d'innovation et d'adaptation. Il s'agit entre autres d'élaborer une offre structurée d'investissement à travers une cartographie des opportunités et des ressources disponibles, de renforcer l'attractivité du Mali auprès des investisseurs nationaux et étrangers, de contribuer à la mise en place d'une véritable politique de diplomatie économique,
contribuer à l'implantation et à la promotion des zones économiques spéciales, améliorer le climat des affaires par l'actualisation de la politique nationale de promotion des investissements, la relecture du Code des investissements, l'adoption de la charte des micro, petites et moyennes entreprises. La promotion, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui peut profiter au Mali. Et deuxièmement, qui peut faire ces investissements? Et comme on a dit, c'est d'abord les investissements nationaux. Bien sûr, nous sommes dans un monde ouvert où les investisseurs nationaux vont toujours avec ceux de l'étranger. L'argent qui est à l'intérieur du pays et qui est investi dans des activités non productives et qu'il faut drainer vers les investissements productifs qui sont essentiellement basés sur le profil de l'économie malienne qui est agro-pastoral, mais aussi les investissements supports qui sont l'énergie et les infrastructures. API Mali est un établissement public à caractère administratif. Elle offre un point d'entrée unique pour toutes les démarches liées à la création d'entreprises, à la délivrance d'autorisations d'exercice et d'agrément au Code des investissements, suscite et favorise le développement des investissements directs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Le Centre national de promotion du volontariat a tenu hier la 13e session de son conseil d'administration. Plus de précisions avec Abdul Karim Kaba. Mon devenir personnel n'est pas dissociable de l'avancée collective, telle est la vision du volontaire. Cette session du conseil d'administration, la 13e du genre, est donc un tremplin pour les administrateurs d'évoquer et de réfléchir sur la création en nombre des associations de volontaires, de développer la coopération et le partenariat avec les organismes similaires, publics, privés, nationaux ou étrangers, et la formation des volontaires. Besoin est-il de rappeler que c'est dans ces conditions difficiles, en 2023, que le Centre national de promotion du volontariat a évolué en faisant preuve de résilience et d'engagement pour parvenir à des résultats que nous aurons l'occasion d'apprécier aujourd'hui. Je rappelle que la mise en place du Centre national de promotion du volontariat participe de la volonté du gouvernement d'améliorer l'employabilité des jeunes et de donner un coup d'accélérateur à la réalisation des programmes et projets de développement du Mali. De sa création à nos jours, le Centre national de promotion du volontariat s'est attelé à la réalisation de cette mission fondamentale, celle de la valorisation du volontariat national. À travers le Centre national de promotion du volontaire, c'est plus de mobilisation des jeunes pour la mise en œuvre du Mali Croix. Il s'agit d'engager une mobilisation accrue, je veux dire une mobilisation générale des citoyens, singulièrement les jeunes, au fin d'engager des actions de proximité visant une amélioration significative de leur cadre de vie et de poursuivre et densifier les actions de promotion des jeunes. Dans cette œuvre, la mobilisation des ressources endogènes et le développement des partenariats seront essentiels dans la réussite de la nouvelle vision. En 2023, sur 17 projets et activités, 13 ont été réalisés avec plus de 270 volontaires. Le ministre Fomba fonde beaucoup d'espoir donc sur ce centre, surtout avec le nouveau texte, avec plus de volontaires dépassant plus de la moitié de la population. Encore une rencontre bilan, 12e session du comité de pilotage de l'abattoir frigorifique de Sabali-Bougou. En 2023, l'abattoir a produit plus de 7,5 millions de tonnes de viande. Le point avec Agibou Koulibaly et Brahima Koulibaly. L'abattoir frigorifique de Sabali-Bougou a été construit en 2003 avec le soutien de la coopération japonaise. De sa création à nos jours, il a connu une évolution notable en matière d'infrastructures de production, de transport de viande, d'hygiène et d'assainissement. Les activités ont été réalisées, la production de la viande, ça c'est notre première activité. Et nous avons d'autres activités, des sous-produits d'abattage. Donc ces activités aussi ont été réalisées. Et également en attendant la reprise vraiment du transport par les privés. Donc nous assurons également la livraison de la viande. Notre ambition pour cet abattoir, c'est de le transformer en une structure moderne, remplissant toutes les conditions pour nous produire suffisamment de la viande saine et sûre, prête à être exportée. Une des grandes orientations de mon département, c'est de substituer l'exportation de la viande à l'exportation du bétail sur pied. Tous ces travaux nous conduiront vers une certification de l'abattoir de Sabali-Bougou pour nous permettre de conforter le label
viande rouge du Mali, Mali Sogo. Pour ce qui est du bilan de 2023, les résultats obtenus sont très satisfaisants en termes de production de viande et de prévisions budgétaires. Au titre du bilan 2023, l'abattoir a produit 7604,322 tonnes de viande, toutes espèces confondues, et vendu 302,93 tonnes de sous-produits d'abattage. Les résultats d'exploitation au terme de l'exercice 2023 sont estimés en recettes à 291 082 015 francs CFA et 292 118 332 francs CFA en dépenses. Pour le programme 2024, les prévisions budgétaires s'élèvent à 387 964 600 en recettes et en dépenses à 385 483 528 francs CFA, soit un résultat prévisionnel de 2 481 072 francs CFA. Les recommandations issues de cette session permettront de mieux orienter l'administration vers plus de performances dans les activités de laboratoire frigorifique de Sabalebougou, conclut le ministre Youbaba. Ibrahim Kaokonate et Aloubé Kone nous font à présent le point de la 9e session ordinaire du conseil d'administration du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique. Suivant. Cette 9e session du conseil d'administration du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique est essentiellement budgétaire. Le budget 2024 alloué à la structure est arrêté en recettes et en dépenses à 170 500 000 francs CFA. Malgré les maigres moyens, le fonds arrive à jouer pleinement son rôle d'appui au cinéma malien. Nous avons mené plusieurs activités, notamment en termes de soutien financier au secteur du cinéma, par le financement d'à peu près une vingtaine de productions cinématographiques à travers un appel à projet. Cela nous a coûté à peu près une bagatelle de 40 millions de francs CFA. Et nous avons également cette année organisé un soutien financier à l'endroit des festivals qui font la promotion du cinéma. Les difficultés, c'est d'abord l'harmonisation avec les textes, l'acquisition de la dotation à temps. La présente session, essentiellement budgétaire, est consacrée à l'examen du bilan de l'exercice écoulé, mais également elle se penchera sur les documents suivants. Le compte-rendu de la 8e session ordinaire du conseil d'administration, le point d'exécution des recommandations de la 8e session, le rapport d'activité 2023, ainsi que le point d'exécution du budget au 31 décembre 2023, l'adoption du programme d'activité 2024 et également le projet de budget 2024. L'examen du contrat de performance 2024. Pour la bonne marche du fonds d'appui, les administrateurs ont pour tâche d'enrichir la qualité des documents soumis à leur appréciation, de donner une meilleure orientation à la structure pour l'année 2024. Le 21 mars 2024, le monde a célébré la journée mondiale de la trisomie avec comme slogan « Donnons un sens à l'inclusion ». Ici au Mali, l'association de la trisomie 21 a organisé une campagne. Reportage d'Aouda Kone. La célébration de la journée mondiale de la trisomie 21 de cette année 2024 a coïncidé avec le mois de Ramadan. Une occasion pour les responsables du Centre Providence de l'Association malienne de la trisomie 21 de faire une caravane pour apporter des paniers aux responsables du pays et leur faire des doléances pour appuyer ces centres qui accueillent ces enfants atteints de cette maladie. Nous avons demandé un moyen de déplacement pour ces enfants parce que, vous voyez, la sécurité de ces enfants la prime avant tout. Le panier du ministre de la Sécurité et de la Protection civile a été remis au secrétaire général du ministère par Kadiatou Fetikouma. Le récipiendaire trouve cette action émouvante. Les consciences sont interpellées par leur présence même. Aucune famille n'est épargnée, que la famille soit une famille riche ou pauvre. L'enfant trisome peut bien se trouver là. La trisomie 21, également appelée syndrome de Dawan, est une condition causée par une anomalie au niveau des chromosomes. Les personnes atteintes de trisomie 21 présentent 3 chromosomes 21 au lieu d'une seule paire.
C'est pourquoi le 21e jour du 3e mois a été choisi pour célébrer la journée mondiale. En général, ce déséquilibre du fonctionnement du génome et de l'organisme provoque un retard mental permanent et un retard de développement. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet de gouvernance locale des ressources forestières au Mali, Anka Sigida. Il vise la promotion de l'agroforesterie et les techniques de récupération des terres dans la gestion des ressources naturelles dans les régions de Ségou et San. Fousseni Samake, Moussa Foufana. Durant 5 ans, ce projet de gouvernance locale des ressources forestières au Mali, Anka Sigida, permettra d'améliorer la biodiversité et les ressources forestières de 2550 ménages vivant autour des forêts dans les régions de Ségou et de San. Il est financé par Darwin Initiative pour un coût de plus de 2 milliards de francs CFA et mis en œuvre par Tri-Aid Mali et Sahel Eco. L'objectif global est de renforcer la gouvernance forestière locale, l'investissement dans les forêts abritant des espèces indigènes menacées, et la valorisation des produits forestiers non ligneux afin d'améliorer les moyens d'existence de 2550 ménages dans les régions de Ségou et San, qui s'articule autour du renforcement de la gestion forestière décentralisée au niveau local, l'aménagement de plus de 10 000 hectares de forêts et de terres agricoles et pastorales, à travers également la plantation de plus de 3 millions d'arbres et l'augmentation des revenus pour les ménages bénéficiaires. Ce projet s'inscrit dans la politique de bonne gouvernance forestière à travers la réduction de la pauvreté et la protection de l'environnement. Ce projet va englober une meilleure gouvernance au niveau des ressources forestières et en plus cela va aussi donner même de l'emploi à certaines femmes et à certains jeunes dans l'exploitation de ces ressources forestières. Nous exhortons les collectivités territoriales à s'approprier ces projets pour une gestion durable des ressources naturelles. Je puis vous rassurer de l'accompagnement des services techniques de l'État et de toute l'administration. Le projet Anka Sigida va impliquer les responsables communautaires dans la promotion de l'agriculture, les techniques de récupération des terres au profit de la sécurité alimentaire dans les ménages bénéficiaires. Nous recevons Abdul Karim Kaba pour parler sport. Bonsoir Kaba. Bonsoir Salim Tande, bonsoir à tout le monde. Alors, football, match amicaux, les Aigles du Mali se sont imposés 2-0 hier contre les Miraboutounes de la Mauritanie. Kaba. En amical, dans le cadre des fenêtres FIFA, les Aigles du Mali se sont imposés 2-0 face à la Mauritanie au grand stade de Marrakech au Maroc. Modibo Sagna pour sa première sélection avec les Aigles du Mali à la 10e minute et El Bilal Touré à la 13e sont les buteurs du match. Après ce match, Mali-Mauritanie, les Aigles rencontrent mardi 26 mars prochain les Super Eagles du Nigeria, vice-champion d'Afrique. C'est ça toujours à Marrakech. Autre match amical en pleine préparation pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Les Aigles Espoirs du Mali ont gagné hier face au Japon 3-1 devant leur public à Osaka. Les autres du jour, Nippon, ont pourtant ouvert le score dès la 2e minute. Les Aigles Espoirs vont renverser la tendance en inscrivant 3 autres buts grâce aux réalisations de Mamadou Sangaré à la 34e minute, Mamadou Tunkara 53e et puis Boubacar Traoré, milieu de terrain de Wolverhampton dans le temps additionnel. Rappelons que le Mali évoluera donc dans le groupe D des Jeux Olympiques avec l'Israël, le Paraguay et une sélection asiatique reste à déterminer. Jeux africains Ghana 2024, un tableau honorable pour le Mali. Une médaille en or en basketball 3 contre 3, une place en dingue remportée par Ahmed Keïta, une médaille d'argent en athlétisme et 5 médailles de bronze en taekwondo. Voilà la motion des athlètes maliens aux 13e Jeux africains qui se sont déroulés au Ghana du 8 au 23 mars. En effet, avec une centaine d'athlètes, notre pays était
présents dans 6 disciplines, à savoir judo, la boxe, le taekwondo, le cyclisme, handball, basketball 3 contre 3 avec son concours de dingue. Bravo donc aux basketteuses qui se sont imposées en finale. Et en plus, et un de plus pour M. Recordman des trophées à la tête de la Fédération malienne de basketball, Maître Jean-Claude Sidibé. Félicitations. Et enfin, basketball, le tournoi international de l'amitié donne son coup d'envoi demain, dimanche, dans la salle Salamatou Maïga au Palais des Sports. Le tournoi de l'amitié, donc, qui donne son coup d'envoi demain dans la salle Salamatou Maïga, à la CI 2000. Ce tournoi U18, c'est-à-dire les moins de 18 ans, garçons et filles, va se dérouler jusqu'au 1er avril prochain dans notre pays. Il regroupera la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal, la Tunisie et le Mali. Toutes les rencontres séjourneront au Palais des Sports Salamatou Maïga. À travers ce tournoi, la Fédération malienne de basketball vise non seulement à mettre ses équipes en jambes, mais aussi et surtout à convaincre la FIBA Afrique avec sa capacité d'organisation en vue d'une éventuelle candidature à l'Afrobasket U18. Merci Kaba. Merci bien Salimata Ndao. L'URTM vous remercie de votre fidélité. C'est la fin de cette édition. Bonne suite de programme sur votre télévision nationale.